Voilà, bonjour à tous ou rebonjour à tous. Derrière le terme générique de bâtiment durable se cachent des problématiques et des métiers très différents. Rénovation tertiaire, bâtiment à énergie positive, qualité de l'air intérieur ou encore construction de bois. Autant de thématiques que nous allons voir ensemble dans le cadre de cette table ronde avec 4 invités que je vais vous présenter. Monsieur Michel tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service au sein de Pertuis Construction, qui est une filiale de Bouygues. Et nous parlerons notamment ensemble de la rénovation de la tour à Fiesca que vous avez réalisée. Voilà. À votre côté, à votre droite, Monsieur Glock, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du promoteur coopératif Pierre et Territoire. Et vous travaillez notamment sur un îlot sur biogéothermique à énergie positive dont nous parlerons dans le cadre de cette table ronde. Toujours à votre droite, Monsieur Rousselet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur bois chez Schilliger. Sans surprise, on parlera ensemble de construction de bois. Peu de suspense. Et enfin, à votre droite, Vincent Penet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Kudzu, donc une start-up locale qui travaille sur la qualité de l'air intérieur. Tout à fait. Alors, avant de parler de vos structures respectives et de vos projets respectifs, j'avais envie de vous faire réagir sur un chiffre. Le pôle Alsace Énergie-Vie a dévoilé cet hiver une étude transfrontalière donc entre l'Alsace, la Suisse et l'Allemagne. Dans cette étude, on a notamment demandé aux citoyens s'ils envisageaient un projet de rénovation ou d'achat de maison dans les 10 ans, et si oui, s'ils envisageaient de passer à un bâtiment neutre en énergie, ou voire même positif en énergie. Eh bien, 58% des sondés ont répondu probablement, et 20% ont répondu certainement. Dès lors, est-ce que l'Alsace est un territoire sensible à ces sujets de bâtiments durables? Est-ce qu'il y a une tradition du bâtiment performant en Alsace? Je ne sais pas qui souhaite réagir en premier. Messieurs? Si vous voulez, je peux commencer. Allez-y, monsieur Rousselet. Alors moi, j'en ai entendu parler de ce Nearly Zero Energy Building. Donc le résultat ne me surprend pas, pour la bonne et simple raison qu'en 2012 est sortie également par l'Observatoire national de la construction bois une étude sur la répartition des différentes techniques et des différentes façons de construire en bois en France. Et il s'avère que le Grand Est sort avec le Rhône-Alpes comme étant la première région de France à travailler avec le bois. Très bien. Donc ça ne me surprend pas. Donc dès lors, il y a une tradition sur ces sujets. Monsieur Michel ou Glock, est-ce que ces chiffres vous surprennent ou est-ce qu'on est sensible à ces sujets dans la région? On est sensible à ces sujets, je ne suis pas très surpris par les chiffres. On est quand même proche de nos voisins allemands, suisses, voire encore au-delà. Donc on a une sensibilité à ces aspects-là. Malgré tout, ce qu'on vit au quotidien, c'est la cohérence entre la recherche de ces énergies renouvelables et de ces performances énergétiques et de la cohérence avec le prix de sortie. Et le prix de sortie est souvent prépondérant par rapport à ces aspects-là. D'accord, donc les gens sont volontaires dans les études et puis après dans les faits c'est un peu plus compliqué. Ils restent dans un cadre budgétaire donné et ensuite ils se payent ceux qui ont les moyens de se payer. Bon, très bien, ça c'était un petit peu pour l'entrée en matière. Alors puisque vous êtes nombreux sur cette table ronde, on va peut-être fonctionner sous forme de binôme et je vais commencer par messieurs Michelet et Glock. Je le disais en introduction, vous avez travaillé ou vous travaillez chacun sur 2 projets qui sont à mon sens assez symboliques du bâtiment durable au niveau local. Très rapidement, chacun à votre tour, peut-être faire un petit tour du propriétaire, présenter ses projets, en commençant par monsieur Michel, cette rénovation de tour. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors cette rénovation de tour qui est en centre-ville de Strasbourg, c'est une tour qui a été construite dans les années 70 et mise en service en 73-74. Donc dans une période où la performance énergétique, je sais même pas si le terme existait. Et en plus de ça, c'était une tour qui était un petit IGH, mais était un IGH quand même, donc qui datait d'une réglementation relativement ancienne. Et au bout d'un certain nombre d'années, le changement de propriétaire faisant, le propriétaire a voulu rénover cette tour-là et la mettre en sécurité d'un point de vue incendie. Et pour rebondir sur votre question précédente, c'est vrai que l'appel d'offres est parti et puis il s'est fini finalement dans un simili dialogue de compétitivité. Et je pense qu'on a réussi à décrocher ce marché-là parce que nous avons su proposer à notre client, pour un prix maintenu, un prix contenu, un bâtiment certifié BBC et certifié HQE. De ce fait-là, il y avait vraiment une avancée d'un point de vue performance énergétique. Il y avait une avancée aussi d'image vis-à-vis de ce promoteur-là. Et puis ensuite, on a réalisé ce bâtiment dans des délais relativement courts pour des raisons financières. En quelques mots, je crois que c'est un chantier de 18 mois, c'est ça?
BBC. Alors c'est un bâtiment effectivement qui a duré 18 mois, mais essentiellement 12 mois au niveau de travaux, puisqu'il a fallu terminer et adapter la conception initiale pour que ce bâtiment atteigne le niveau BBC, qu'il puisse être certifié également, parce que c'est bien beau de parler de bâtiment BBC ou de bâtiment à énergie positive. Reste à savoir si les notes de calcul sont exactes, et c'est par la certification qu'on arrive à le justifier. Ensuite, il y a eu un délai de travaux relativement court, et pour finalement une livraison fin de l'année 2011 au niveau de ces travaux. Alors avant de passer à votre voisin, il y a un dernier élément qui est intéressant, c'est que la tour de bureau était vide, puisqu'on sait que parfois dans ce genre de chantier, il y a aussi toute une logistique quand la tour est occupée, mais là la tour était vide. Là la tour était complètement vide d'occupants, mais elle avait encore tout son mobilier, et tous ses aménagements, et au niveau, ça nous a permis de faire aussi un tri sélectif au niveau de la démolition. Très bien, Monsieur Glock pour Pierre et Territoire. Alors on va peut-être présenter rapidement Pierre et Territoire, peut-être que dans l'Assemblée, certains connaissent mal votre structure, et puis après plus précisément ce projet d'îlot. Pierre et Territoire est la structure opérationnelle de promotion immobilière de Procivis Alsace. Procivis Alsace, c'est une société coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. On travaille en Alsace exclusivement et on réalise entre 200 et 250 logements par an. Nos sociétaires sont principalement la Caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin, Conseil général, Bas-Rhin-Haut-Rhin et la ville de Strasbourg. Alors sur ce sujet en particulier, donc on est un des 4 opérateurs immobiliers sur un îlot qui est sur la ZAC Étoile. Donc, cet îlot est délimité par le parc de l'Étoile d'un côté, par l'avenue de Colmar et par la route du Polygone. Sur cet îlot, il y aura 90 logements. Sur ces 90 logements, il y aura 30 logements locatifs sociaux, 18 logements en autopromotion, donc 2 fois 9, et le reste sont des logements en accession, 42 logements en accession. L'aménageur de cette ZAC est la CERS, et on s'inscrit dans le programme d'investissement d'avenir Ville de demain qui a été conclu entre la communauté urbaine de Strasbourg et la Caisse de dépôt, avec une action qui a été sélectionnée, qui est d'être un îlot producteur d'énergie renouvelable. D'accord. L'objectif n'est pas d'être positif. Effectivement, on n'est pas sur un îlot positif, et on verra tout à l'heure pourquoi, peut-être. L'objectif est d'atteindre le niveau, ce qu'on a qualifié de BPAS, c'est-à-dire 15 kWh pour le chauffage, 52 kWh pour les 5 usages. Surtout, c'est le moyen qui est utilisé qui est innovant, puisqu'il s'agit de le faire avec des pieux géothermiques. Donc, c'est une technique qui est courante chez nos voisins, qui est encore au balbutiement chez nous, puisqu'elle n'a été utilisée qu'une seule fois pour un programme de logements locatifs sociaux dans les Yvelines. C'est une solution qui est aujourd'hui, enfin c'est un moyen qui a été souhaité sur cet îlot, parce qu'on doit effectivement se fonder sur pieux. Il n'y a pas trop de fondations sur pieux sur Strasbourg, mais ici donc, on en a, et sur l'axe Strasbourg-Quelle, on risque d'avoir à plusieurs reprises cette hypothèse-là. Donc on cherche à voir si cette solution est reproductible et si elle est efficace. D'accord. Alors très concrètement sur ce caractère innovant, pour être très clair, comment se présente cette solution qui a été retenue? Cette solution consiste à intégrer dans les pieux béton des serpentins pour permettre l'échange à 2 calories ensuite, et pouvoir tirer les calories du sol au travers de ces pieux. Sachant que la production de chaleur et d'eau chaude est mutualisée sur l'ensemble de cet îlot, et qu'un mini réseau de chaleur est mis en place et piloté par Ecotral. Ecotral, donc, qui a la maîtrise d'ouvrage, la conception et la réalisation de la production d'énergie pour le chauffage et pour l'eau chaude, et ensuite rediffuse cette énergie via des sous-stations vers les 4 opérateurs. Donc on n'est pas directement producteur nous-mêmes, on est un des utilisateurs donc à la sortie. Très bien. Et on est un des 4 opérateurs effectivement à participer à cette aventure. Dans le cadre des tables rondes qu'on mène depuis ce matin, on a vu qu'il y a parfois des soucis de certification pour une solution innovante comme celle-là. Est-ce que vous avez dû passer par cette étape de la certification? Alors il y a eu des hauts et des bas. Ecotral en tant que maître d'ouvrage s'appuie sur un bureau d'études qui s'appelle ECOM, qui est spécialisé donc en géothermie. Ecom a obtenu un avis technique pour les pieux géothermiques en début d'année 2013. Donc c'est là où on s'est décidé finalement donc à rentrer dans cette solution technique.
Il s'avère que cet avis technique est remis en question par le COPREC et par le bureau de contrôle, et indirectement par les assurances également, qui reprochent à cet avis technique d'être incomplet et demandent aujourd'hui est-ce que des précisions soient apportées. Donc on va devoir se lancer, enfin Ecotral va devoir lancer une démarche d'avis technique expérimental pour compléter les caractéristiques nécessaires pour le dimensionnement des pieux en charge et décharge. D'accord, donc c'est un processus assez long. C'est un processus long, c'est compliqué, c'est plus long que ce qu'on avait imaginé initialement. Et bien sûr, la procédure d'ATEX est une procédure coûteuse également. Mais elle va être lancée. On espère qu'elle pourra aller au bout et qu'on pourra faire aboutir cette technique. La livraison reste prévue pour fin 2015, c'est ça? La commercialisation, ce qui nous concerne, a été lancée. Le programme s'appelle le Sirius. Très bien. Donc elle a été lancée. Le démarrage des travaux est espéré pour la fin de l'année si l'avis technique est bien obtenu et si les assurances lèvent effectivement leur veto sur le sujet. Et pour une livraison 2 ans après, donc à peu près fin 2015. Parfait. Monsieur Michel, je vais revenir vers vous. On a parlé de solutions innovantes sur le projet de Pierre et Territoire. Sur la rénovation de cette fameuse tour, comment êtes-vous parvenu à cet objectif BBC et HQE? Par quelle solution êtes-vous parvenu à ces performances? En fait, il y a eu tout un faisceau de solutions. Il faut bien voir que ce qui nous démarque de la RT 2000 ou de la RT 2005, c'est que les bâtiments devenant de plus en plus performants, chaque élément devient prépondérant dans le résultat final. On ne peut rien négliger et la défaillance de l'un, c'est comme un maillon, une chaîne constituée de maillons, la défaillance de l'un ne va pas permettre d'obtenir le résultat. Alors, comme on partait d'un élément existant et que la structure ne pouvait guère être... Comme la structure ne pouvait guère être modifiée, il a fallu travailler à la fois sur l'enveloppe du bâtiment. La façade était définie, on a eu une façade vitrée avec des vitrages respirants, donc finalement qui s'apparente quelque part à du triple vitrage, donc qui thermiquement était particulièrement performant. On a gardé l'inertie thermique du bâtiment pour le confort thermique d'été, en assurant une isolation thermique extérieure par 25 cm de laine de roche en façade. Bien sûr, une gestion des protections solaires, puisqu'on a des stores intégrés dans cette façade respirante, et un gros travail à la fois sur la ventilation, avec la récupération sur la ventilation double flux par une roue hygroscopique qui a un rendement de 80%, et également sur l'éclairage, puisque c'est une des positions principales de consommation en immeuble de bureau, qui s'est fait là en 2 temps pour l'éclairage. La première, c'est d'utiliser des mâts d'éclairage pour les différents bureaux. Et à l'époque, c'était dans les années 2010, on était à 9 watts par mètre carré, ce qui était relativement performant pour l'époque. Depuis, les choses évoluent. Et aussi par le retaillage des baies vitrées qui permettait d'avoir un peu plus de lumière. Et puis, bien sûr, a sorti un travail sur les facteurs de transmission lumineux des vitrages. Voilà. Quand on se lance dans un chantier comme ça, assez imposant, on a toujours un peu peur qu'il y ait de mauvaises surprises, que les chiffres du papier ne soient pas confortés par la réalité. Comment vous êtes prémunis de ce risque? Alors, cela en 2 temps. Le premier temps, c'était déjà d'avoir une traçabilité et un suivi de toutes nos hypothèses de départ, avec un suivi en phase de réalisation, pour être sûr qu'à l'arrivée, on arrive à justifier de la conformité et de la maîtrise de toutes ces hypothèses au fil de la réalisation, puisqu'on sait bien qu'entre un projet et une réalisation finale, on n'a pas tout à fait les mêmes données. Et l'autre aspect, c'est par la mise en place d'une GTC relativement performante qui permet d'avoir du comptage sur toute une série de postes, que ce soit les consommations électriques, les consommations des centrales de traitement d'air, les consommations en eau chaude et en échangeur en froid ou en chaud, avec bien sûr une assimilation et un suivi de ces consommations-là, avec quelques alertes techniques si jamais il y a une dérive par rapport à ces prévisions. Je vais poser la même question à M. Glock pour le projet, pour cet îlot. Là, vous êtes plutôt en phase amont. Comment être sûr que les performances attendues seront bien au rendez-vous en termes de production d'énergie ou de performance thermique en général? Il y a 2 aspects. Donc, d'une part, la performance du bâti. Donc, on a effectivement travaillé sur cette performance à travers une enveloppe performante isolé par l'intérieur, par l'extérieur, avec du vitrage performant, voire du triple vitrage sur certaines façades. On a travaillé sur des logements traversants pour la plupart.
Donc ça, c'est déjà la base. Et ensuite, la source d'énergie, dont les caractéristiques nous sont données par Ecotral, on fait confiance effectivement à ce qu'Ecotral nous donne en paramètres de sortie, qui fait qu'on estime aujourd'hui que les pieux géothermiques couvriront jusqu'à 96% des besoins en chauffage et un peu plus de 60% des besoins globaux sur l'opération. Avec des estimations que l'on a aujourd'hui qui semblent relativement prudentes. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas sur des logements à énergie, sur un programme donc à énergie positive. Pour le faire, on aurait dû installer des panneaux photovoltaïques. On est sur une emprise très réduite, en R+7. Et donc l'emprise disponible pour les panneaux était insuffisante pour pouvoir passer en logement positif. Très bien. Dernier point pour votre binôme, j'allais dire. L'essentiel, au-delà de construire des bâtiments ou de rénover des bâtiments performants, c'est aussi des bâtiments agréables à vivre. C'est aussi ce qui doit guider ces démarches-là. Alors peut-être, je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite réagir en premier sur ce point. C'est vrai qu'on est dans une transformation technologique de nos solutions ces 5, ces 10 dernières années, et qu'il faut absolument anticiper l'avenir. C'est bien beau d'isoler thermiquement les bâtiments, c'est très bien d'en avoir la maîtrise de l'efficacité énergétique. Actuellement, notre sujet de développement, c'est arriver à maîtriser, arriver à garantir le confort thermique d'été sans avoir recours à du rafraîchissement. Et cela, ça fait rentrer en ligne de compte plusieurs corps d'étape, toute une conception de bâtiment. Et on travaille sur ces sujets-là actuellement et on a de bons résultats dans ces sujets de R&D. Très bien, Monsieur Glock, je voyais acquiescer sur ce point, l'agréabilité. Je ne sais pas si ce néologisme existe. Pour vendre des logements, il faut qu'ils soient agréables a priori. Donc on est dans un secteur commercial, donc il faut effectivement arriver à rendre le logement agréable malgré la technique, donc pouvoir combiner effectivement les deux. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, et ça on l'a déjà vu avec le BBC, on va le voir encore plus sur ces logements-là, la technique est en avance sur les comportements. Donc je dirais l'enjeu de demain, ce sera de faire évoluer les comportements pour bien s'approprier cette technique et ces Formule 1 qu'on leur met dans les mains. En fait, il va falloir faire beaucoup de pédagogie, revenir derrière, instrumenter les logements pour arriver à voir comment les gens maîtrisent leur consommation, mais ça ne se fera pas aussi rapidement que la technique, à mon avis. Très bien, merci à tous les deux pour l'éclairage sur ces projets. On va peut-être passer à nos deux fournisseurs de solutions. Je commencerai peut-être par Monsieur Rousselet de Schilliger. Avant toute chose, même exercice que précédemment avec nos autres invités. Est-ce que vous pouvez nous présenter Schilliger en quelques mots ? Donc Schilliger, c'est une entreprise qui a 150 ans. Qui est d'origine suisse et qui a toujours travaillé le bois. Ses origines, c'est vraiment le bois et la scierie. Et les solutions qui ont été développées au cours des années ont toujours été avec l'objectif d'être en avance sur l'actualité, on va dire, industrielle de l'époque. Et au fur et à mesure des années, le site a grandi au point de devenir, avec les 3 sites suisses, le leader en Suisse du bois résineux, de la construction bois résineux. Et pour la France, un site qui a maintenant 4 ans d'existence et qui compte aujourd'hui 22 hectares de sites de production pour 300 000 m3 de grumes annuelles. D'accord. Alors je vais avoir une question de grand naïf, vous m'excuserez. Quels sont les atouts du bois pour le bâtiment durable ? En quoi c'est une solution qui est intéressante ? Alors c'est une solution qui est intéressante parce qu'elle est complémentaire à ce qui existe actuellement. On est aujourd'hui dans un débat d'énergie durable, de performance thermique. Moi, je vais élever le débat non seulement à l'aspect écologique, qui est fondamental, et puis aussi aux solutions innovantes. On réussit à proposer des solutions en bois qui sont différentes des solutions qu'on a dans le reste de la construction. Et ces solutions permettent de gagner, par exemple, en temps ou en performance énergétique ou encore en mise en œuvre, c'est-à-dire en facilité de mise en œuvre et en potentiel de mise en œuvre innovante, notamment sur tout ce qui est bilan COV et aspect esthétique. Donc au-delà de l'image du bois, il y a aussi un vrai intérêt en termes de performance. Est-ce qu'il y a aussi un intérêt en termes de coût ? Est-ce que c'est plus cher, moins cher ? Alors, aussi cher de construire en bois ? C'est plus cher de construire en bois si on raisonne de la même façon que l'on raisonne actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère le chantier uniquement sur l'aspect coût du bâtiment. Or, on s'est rendu compte que les bâtiments en construction en bois sont rentables si on entoure le global au niveau du chantier. C'est-à-dire que si l'entreprise qui fait le bâtiment le réalise en intégrant la totalité des lots.
C'est-à-dire que si on considère uniquement le lot structurel, qui est traditionnellement le lot dévolu au bois, on est sur des coûts supérieurs. Par contre, si on intègre toute la préfabrication, toute la préconception en amont, on commence déjà à voir les coûts qui s'équilibrent. Et si on considère à long terme le coût de la construction, on s'aperçoit qu'on est, si on a correctement conçu notre bâtiment, des fois moins cher que le béton ou l'acier ou les solutions traditionnelles de construction. On a eu une vraie vague d'intérêt autour du bois et de la construction bois ces dernières années. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi très concrètement sur le carnet de commandes? Est-ce qu'il y a eu un peu une mode dans les articles de presse, ou est-ce qu'il y a eu aussi une mode chez les clients, professionnels ou particuliers d'ailleurs, pour construire des bâtiments en bois? Alors ce qui s'est passé, c'est que l'évolution s'est faite en plusieurs étapes, mais l'évolution la plus importante, ça a été, on va dire, le Grenelle et ce qui l'a déclenché. Il y a eu l'aspect effectivement pub, qui a fait énormément de bien à la construction bois, mais au-delà de la pub, il y a tout l'aspect normatif et l'aspect acquisition de la technologie et des compétences. Et à ce niveau-là, on doit dire que ces 15 dernières années, on a vu une courbe de la capacité à produire des bâtiments de haute qualité en bois qui a vraiment explosé. Et parallèlement à ça, on peut considérer que le bois, dans un contexte de crise, a plutôt, on va dire, bien conservé son allure. C'est-à-dire que dans un contexte en crise où on voit que le bâtiment a tendance à diminuer au niveau volume de carnet de commandes dans le neuf, par exemple, le résidentiel, lui, est resté stable. On voit clairement qu'à problématique de crise, on a quand même une évolution du bois vers le positif. Des bâtiments de qualité qui restent dans le temps. Vous faites un peu mentir les trois petits cochons. Il va falloir réécrire l'histoire. Les trois petits cochons, ils étaient vrais si on était resté, on va dire, à l'âge de pierre, justement, c'est-à-dire à l'époque où on construisait, on va dire, une cabane en bois sans normes, sans réglementation et puis surtout sans modernité. Aujourd'hui, un ingénieur bois, c'est pas uniquement quelqu'un qui sait faire des plans, c'est également quelqu'un qui se sert de logiciels de calcul qui aujourd'hui ont fait d'énormes progrès. On découpe plus de bois à la main, on découpe tout à la commande numérique. On n'a quasiment plus d'intervention humaine, hormis pour le montage. Donc on est vraiment arrivé dans une ère de l'industrialisation du bois qui était encore, il y a quelques années, manquante. Tiens, et jusqu'où on peut aller? Parce qu'on parle des maisons en bois. Est-ce qu'on peut imaginer des immeubles en bois, des tours en bois? Alors, en France, on a très peu d'exemples. On a quelques exemples dans les Vosges ou dans d'autres régions de France où on a quelques exemples de bâtiments de grands étages. Il faut savoir que les plus grands bâtiments aujourd'hui sont de l'ordre de 9 à 10 étages. On en trouve en Autriche, on en trouve en Italie, on en trouve en Angleterre. C'est essentiellement fait avec des matériaux qui sont très innovants. Et qui ont moins de 15-20 ans d'expérience, enfin 15 ou moins 15 ans d'expérience en termes de développement. Après, au niveau de l'expérience scientifique, on a pratiquement 50 ans, mais au niveau du développement industriel, on est beaucoup plus récent. Très bien, peut-être juste pour faire le lien avec notre prochain invité, M. Pennet, est-ce qu'on l'oublie un peu, le bois stocke aussi du CO2, M. Rousselet, c'est un point qui est important? C'est un point qui est très important. Pour vous donner un ordre d'idée, on prend l'exemple d'un matériau de construction qu'on appelle le panneau massif contre colère, le CLT en anglais. Il stocke 0,8 tonnes de CO2 par mètre cube. Il faut savoir que c'est considérable quand on sait que le bois est quasiment un des seuls matériaux de construction à stocker du CO2, du gaz à effet de serre, alors que la plupart des matériaux généralement en génèrent lors de leur fabrication. Même si, attention, le bilan du panneau massif et même du bois de façon générale consomme quand même du CO2, mais il en stocke plus qu'il en consomme. Très bien. Du stockage du CO2 à la qualité de l'air, la transition est toute faite, Monsieur Pennet. C'est un peu facile, mais vous me l'excuserez. Oui. La qualité de l'air, pardon, c'est un thème encore assez neuf dans le domaine du bâtiment durable. Vous avez une société aussi assez neuve, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Donc, Kudzu Science a été créé en 2010 avec l'idée de pouvoir démocratiser à tous, donc particuliers, professionnels, des analyses donc dans le domaine de la qualité de l'air intérieur, dans le domaine de la toxicologie et dans le domaine de l'analyse de l'eau. Et donc, on a commencé avec nos premiers kits d'analyse, avec des diagnostics de la qualité de l'air intérieur et avec des diagnostics de la présence des allergènes
à l'intérieur des habitations. Aujourd'hui, vous êtes 4 personnes, c'est ça, au sein de On la est 4 société ? personnes, donc on a une unité avec un laboratoire et une unité commerciale. D'accord. Alors, parlons de ces solutions. Comment se présentent-elles, déjà très concrètement ? Donc, alors, les kits d'analyse sont destinés à être très simples d'utilisation. Donc, on va recevoir chez soi une boîte dans laquelle on va trouver donc des systèmes de prélèvement. Donc, en l'occurrence, pour la qualité de l'air intérieur, on va trouver 2 capteurs. Un capteur pour capturer les composés organiques volatiles et l'autre pour capturer les aldéhydes. Ensuite, on renvoie ces 2 capteurs à l'aide de la solution retour prépayée qui est incluse dans le kit jusqu'au laboratoire. Ensuite, on l'analyse, nous, en laboratoire. Et à l'issue de cette analyse, on édite un rapport qui est consultable en ligne par le client. Alors, quel est le degré de performance ? Moi, j'avais noté la détection de 16 polluants pour les particuliers et 34 pour les professionnels, c'est ça ? Tout à fait. Alors, les 16 polluants pour les particuliers sont les 16 polluants qu'on va retrouver le plus souvent dans les habitations et dans les lieux de vie. Et les 34 polluants, donc plus un kit, plus à destination des professionnels, sont les 34 substances chimiques qui ont été recensées par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur comme étant préoccupantes pour la santé dans l'habitation. Alors, c'est des solutions qui sont simples, vous nous l'avez dit. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elles sont abordables ? Si je veux faire une analyse de mon petit salon, de mon petit chez-moi, combien ça va me coûter ? Il vous en coûtera 130 € environ. Allez, je prends. Donc, c'est quand même une somme, hein, mais ça reste abordable donc comparé à d'autres solutions. Et pour les professionnels ? Pour les professionnels, c'est aux environs de 250 €. Il y a un sujet connexe, qui est un peu en toile de fond, c'est celui de la réglementation, parce que quand on parle de bâtiments durables, il y a eu beaucoup de réglementation sur la performance. Il y en a encore assez peu sur la qualité de l'air. C'est un vrai frein à l'émergence de ces sujets ? Oui et non. Alors, en fait, nous, on est parti pour développer ces produits, on est parti de plusieurs constats. Le premier constat, c'est qu'on passe 80% de notre temps à l'intérieur des habitations et des lieux de vie. Le deuxième constat, c'est que l'air intérieur de ces lieux est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Et que ça pour certains polluants, en tous les cas, il y a un impact sanitaire important, notamment au niveau de l'asthme et des allergies. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Donc, l'amélioration finalement des performances énergétiques des habitations a conduit à une augmentation du confinement et un renouvellement de l'air plus réduit. Ce qui fait que les polluants qui sont présents à l'intérieur des habitations ont commencé à augmenter en termes de concentration. Et donc oui, il y a un lien entre la performance énergétique et la pollution de l'air. Il commence aujourd'hui à y avoir des solutions qui sont mises en place pour justement pallier ces problèmes de qualité de l'air à l'intérieur des logements. Par ailleurs, donc, si maintenant on doit essayer de savoir si c'est quelque chose qui rentre dans l'air du temps, oui, ça rentre dans l'air du temps. Il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées. On a vu que ça avait un impact sur la santé et aujourd'hui, donc avant 2015, au niveau des établissements recevant du public, il y aura une obligation de faire un contrôle de la qualité de l'air intérieur. Donc pour 2015, ça s'adresse à tout ce qui est établissement recevant du public de la petite enfance, donc crèche et école maternelle, sur lequel on va faire des mesures de qualité de l'air. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un impact important sur la santé, qui sont aussi des coûts pour chacun d'entre nous. Plus globalement, si je devais un petit peu résumer votre point de vue, c'est la réglementation, pourquoi pas, la sensibilisation, certainement. Oui. Après, il y a beaucoup de pédagogie à mener. Si la sensibilisation accompagne la réglementation, ça vous va aussi. Si la sensibilisation ne réussit pas à atteindre ses objectifs d'amélioration de la qualité de l'air intérieur, pourquoi pas impliquer une réglementation. Oui. Alors nous arrivons un peu à la fin de cette table ronde, mais avant de clore les sujets, j'avais envie de vous laisser chacun votre tour la parole, peut-être pour proposer une idée, un conseil, une suggestion pour faire avancer le bâtiment durable dans vos sujets, notamment en Alsace. Peut-être on va commencer dans le sens inverse. On va commencer par Vincent Penet. Je crois que quand on avait préparé cette émission, vous me parliez notamment des architectes. Et c'était une question de la qualité de l'air qu'il maîtrisait assez. Dans le domaine de la qualité de l'air intérieur, oui, on a des architectes et des promoteurs immobiliers qui sont engagés pour justement livrer des logements et des bâtiments dans lesquels il y a eu un diagnostic de qualité de l'air intérieur qui a été effectué
Donc ça veut dire qu'eux, en amont, contrôlent tout ce qui va être matériaux utilisés. Ils font bien attention à toute cette partie. Et c'est fondamental, en tous les cas, pour au moins être certain que le bâtiment qui soit livré soit, je dirais, puisse accueillir des gens et les maintenir en bonne santé tout au long de la vie du bâtiment. Parfait, le message est passé. Monsieur Rousselet, est-ce que vous aviez une idée à délivrer? Je crois qu'on avait parlé d'énergie grise, notamment, quand on avait préparé cette émission. Oui, il y a l'énergie grise qui est fondamentale. Je dirais qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont à méditer. On sait qu'en Angleterre, par exemple, l'énergie grise est un élément fondamental de tout ce qui est bâtiment collectif, notamment les crèches, les choses comme ça. C'est quelque chose qui a tendance à faire un peu peur, parce que quand on parle d'énergie grise, on va commencer à parler d'écologie, on va commencer à parler de consommation, et là tout de suite on rentre dans des systèmes complexes, parce que calculer l'énergie grise c'est très complexe, mais ça fait également beaucoup de bien à des projets de savoir comment ils ont été conçus, et puis surtout comment on va les recycler à la fin. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui dans un parc de logements vieillissant en France pour une bonne partie, qui est à rénover, et on se pose peut-être, la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on va faire de tous ces matériaux qu'on a utilisés pendant des années. Il y a eu le cas de l'amiante, mais il y aura le cas d'autres produits. Donc ça, c'est une question qui peut être intéressante, et notamment quand on va faire de la rénovation, parce que là on parle du neuf, mais il y a également la rénovation qui est un très gros challenge de la construction basse consommation. Là, il y a quelque chose à faire. Parfait. Guillaume Rousselet, merci. Christophe Glock, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, il est parfois un petit peu difficile d'innover en France, c'est ça? Il faut se battre contre quelques moulins. Ce que j'ai du mal à comprendre parfois, c'est que des solutions techniques qui sont éprouvées chez nos voisins ne sont pas encore admises en France. Et à l'époque où on parle d'Europe, je pense qu'il serait temps de décloisonner un certain nombre de choses et de pouvoir capitaliser sur des expériences réussies ailleurs. On est en retard en France en innovation technique dans certains domaines, et on pourrait certainement effectivement bénéficier, profiter de ce qui s'est fait ailleurs, sans passer par un parcours du combattant un petit peu compliqué parfois. Parfait. Guillaume, Michel, à votre tour de clôturer ce tour de table, justement, sur votre réflexion. Une formation professionnelle, mais ce serait avant tout, et la RT 2012 qui au niveau BBC nous l'amène, c'est les attestations finales de conformité qui seront faites par une personne tierce par rapport aux intervenants du chantier. Et il est important d'avoir cette traçabilité, cette suivi des hypothèses, cette suivi de la version du logiciel de calcul qui a permis de montrer patte blanche au départ et qui a suivi le projet dans sa réalisation. Il est nécessaire d'être structuré pour pouvoir atteindre cette attestation sans difficulté particulière. Parfait. Merci messieurs pour vos réflexions. Les messages sont passés ici dans cet hémicycle, et puis également via la diffusion de cette table ronde sur Cleantech République auprès de nos internautes que je salue, puisque la retransmission s'arrête ici. Nous restons en revanche ensemble pour les questions-réponses avec la salle. Voilà, merci.